Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus en direct de l'Est. Plongeons ensemble dans l'humour francophone d'ici et d'ailleurs et découvrez des humoristes à écouter, à aimer et surtout à applaudir avec Mélodie. Faites un maximum de bruit pour Rire à l'Est. On est on air, monsieur Sébastien. Oh mon Dieu! Ça commence. Ça commence. Effectivement. Sébastien Haché, tu es officiellement le premier invité. Pardon? Mais oui, mais... On m'a pas mis au courant que j'avais C'est l'impression vrai? d'être le premier. Ah bah, tu Oh sais, là je là. vais faire en sorte que tu sois le deuxième dans la diffusion. Excellent. Donc, le podcast Rire à l'Est. Juste parce que je me suis dit que ça serait intéressant d'inviter des humoristes francophones pour les faire découvrir à l'Est du Canada. Voilà. Me voici. Donc, on va dire quand même que tu es à Fredericton actuellement pour présenter une conférence. Tout à fait. C'est que c'est vraiment pas drôle comme affaire. Parce que je fais également des conférences sur l'anxiété. Alors oui, étant moi-même atteint par le mal du siècle. Alors, j'ai décidé d'en parler. J'ai profité de la pandémie parce qu'on n'avait plus rien à faire. On n'avait plus le droit de rien faire. J'ai maximisé ce temps-là pour partir ça. Et puis, ça fonctionne bien. Ça fait 4 ans peut-être là, que je la donne un peu partout là, au Québec, en Ontario, maintenant au Nouveau-Brunswick. Mais oui, Grosse carrière interprovinciale. mais peut-être qu'un jour tu iras encore plus loin, peut-être vers l'ouest aussi. Peut-être qui sait le Manitoba, Mais oui. qui sait. Saskatchewan. Si vous nous écoutez, le Manitoba, la Saskatchewan, appelez-moi. Colombie-Britannique, encore plus loin. Non, je ne pas aller. Ça coûte trop J'ai cher. haï eux autres. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, c'est une joke. Mais tu y es déjà allé pour d'autres spectacles? Je suis déjà allé pour le plaisir, mais jamais dans l'Ouest, jamais. Je suis promené beaucoup au Québec, un peu partout. J'ai fait des spectacles même à l'international, car oui, je suis le Sugar Sammy des pauvres. J'ai joué à Honolulu, j'ai joué à Paris 2 fois, j'ai joué à Burlington, New York, j'ai joué à Kuala Lumpur. Mon meilleur show en anglais ever, Kuala Lumpur. Alors, visiblement, moi puis les Malaisiens, là, on a bien Ouais, cliqué. ça fit bien. Ça fit bien, Ouais. l'humour québécois et malaisien, apparemment. C'était super le fun. Peut-être que, en fait, c'est quand j'avais fait ce spectacle-là, ça faisait déjà quelques semaines que j'étais là, donc mon anglais était peut-être un peu plus dérouillé, disons. Fait que peut-être ça l'a aidé au niveau de la compréhension. C'était super le fun, un beau petit comédie club, un peu comme le Bordel à Montréal, qui avait été fondé par des humoristes de la place qui se disaient il n'y a pas de place le fun, nous on va en faire une. Fait que c'était super cool. J'ai fait le spectacle, on est allé manger après avec eux. C'est une super belle soirée. Puis le propriétaire, il m'avait demandé est-ce que tu peux rester demain puis après-demain parce qu'on a un humoriste américain puis on cherche quelqu'un pour faire la première partie. Puis j'étais comme wow, c'est cool, tu sais, mais là, j'étais un peu. Le but principal, c'est d'être en vacances. Là. Ouais. Je m'en vais ailleurs, là, j'ai pas le temps. Fait que peut-être j'ai raté ma chance de lancer ma carrière en Malaisie, on sait pas. Oh, c'est terrible. Peut-être j'aurais pu être big en Malaisie puis j'ai raté tout ça. Mais tu parlais justement du fait que tu as joué en anglais. Ouais. Et moi, ma question, c'était aussi de savoir, quand tu joues en anglais, est-ce que tu traduis des blagues que tu fais déjà en français ou tu vas vraiment créer du nouveau Moi, je fais juste traduire ce que j'ai en français parce que je joue pas suffisamment en anglais pour que ça vaille la peine vraiment d'écrire du stock. Je crois que c'est préférable d'écrire directement en anglais parce qu'il y a beaucoup de blagues que je fais en français qui ne s'appliquent pas en anglais ou toutes les références culturelles ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une bonne partie de mon matériel qui s'applique pas tant, tu sais. Fait que jouer plus souvent en anglais, oui, idéalement, ça serait vraiment d'écrire du stock expressément pour ça, mais là, ça vaut pas la peine, je fais juste traduire, puis, tu sais, mon anglais est quand même assez sommaire, là, je te dirais, fait que... Bah, tu peux survivre, quoi. Je peux survivre, mettons, là, en anglais, là, si je veux faire un spectacle, il faut que je répète un peu plus là, qu'en français, mettons, là, c'est moins naturel. Mais, ça vient avec le côté de... J'ai aucune pression, tu sais,
je vais jouer dans un comedy club à New York, là, j'ai aucune prétention de me partir une carrière, là, c'est vraiment que du plaisir. Fait que je suis vraiment, j'ai un laisser-aller supplémentaire que j'ai pas que j'ai pas en français. J'ai beaucoup de misère à avoir, du moins. Parce que je m'en fous, tu sais, je parle tout croche, c'est juste drôle, mes jokes, il n'y a pas de pression. Vous riez pas? Pas grave, je retourne chez nous après, là, tu sais, on s'en fout, là, tu sais. C'est qui en français est plus difficile à faire des fois, parce que je suis anxieux. Et surtout parce que souvent tu joues chez toi, dans ta province, enfin... Ben ouais, tu sais, on dit tout le temps, tu sais jamais qui est dans la salle à chaque spectacle, tu sais jamais s'il n'y a pas quelqu'un qui va comme t'amener quelque part, nanana, fait que chaque spectacle, même si... sont plates, même s'il n'y a pas grand monde, même si ça rit pas, mais faut quand même que, puis ne serait-ce que par respect pour les gens qui sont là, faut que tu te donnes au maximum pour leur faire vivre un beau moment, tu sais. Alors que quand je joue en anglais, je m'en fous, tu sais. Ça fait longtemps que tu n'as pas joué en anglais? Ouais, ça fait un moment quand même. Je pense que la dernière fois, c'était à Burlington. Un très beau comédie club, d'ailleurs, à Burlington, pas très loin de la frontière américaine, pas très loin de Montréal. J'avais joué en anglais et ça avait été vraiment pas loin d'une catastrophe. Raconte-nous. C'est un super gros... C'est un très beau comédie club, mais c'est très, très grand. Là. Il devait rentrer 300 personnes. Là. C'est vraiment gigantesque comme salle. Le plafond est très haut. Déjà, ça aide pas. Ouais. C'est pas optimal, mettons, comme quand c'est plein, ça doit pas paraître, mais là, quand c'est un open mic, là, moi, je vais jouer dans des soirées open mic, là, je suis pas assez en confiance pour appeler et dire « Yeah, I'm big here in Montreal, I want to play in your comedy club ». Fait que je vais juste jouer dans des open mic, n'importe qui peut y aller, fait qu'il y avait pas grand monde, il y avait peut-être 10, 15 personnes dans une salle de 300 peut-être, là. Fait que c'était difficile. J'ai fait une couple de blagues au début que je croyais qu'ils auraient la référence, mais avec du recul, je pense pas du tout. Ouais. Fait que là, il y avait un fort accent, des références qu'ils comprenaient pas. Là, je pense que je les ai perdus. Là. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans une grande salle. Fait que là, ça a été... C'était un très bon combo. C'était pas ma meilleure fois, disons. Ça arrive. Ben, c'est pas grave. Mais c'est le risque aussi quand on joue soit dans une autre langue que la nôtre habituellement, ou soit qu'on joue dans un autre pays ou une autre ville, quoi. Faut avoir les références. Ouais, j'ai joué à Paris une première fois, je crois, en 2013. Et en 2019, je suis allé en Martinique. Et là, je faisais une demi-heure en Martinique. Je faisais un vrai spectacle là, en Martinique. Et à Paris, ça avait été très difficile. Parce que les gens, je crois, comprenaient peu qu'est-ce que je disais. Je suis arrivé avec du matériel que pour le Québec, c'était tout à fait acceptable, mais que les limites ne sont pas les mêmes, les tabous ne sont pas les mêmes, exactement. Ça a plus ou moins fonctionné. Bref, ça avait été un peu difficile. Mais je faisais des numéros de 7, 8, peut-être 10 minutes, là, fait que c'était pas une catastrophe. Mais c'est ça, mais en 2019, je m'en allais faire 30 minutes, là, 30 minutes où les gens ils rient pas, là, c'est long, hein. Fait que là, je m'étais bien préparé, j'avais un ami humoriste qui est à la base français, puis j'avais tout repassé mon texte avec lui pour faire ce qu'ils comprennent, cette expression-là, nanana, puis on avait changé, au final, quand même, plusieurs petits trucs qui sont des détails, mais qui faisait toute la différence. Et je pense aussi que le public de Martinique avait un peu moins le balai dans les fesses que les Parisiens. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Ça a été très, très le fun, très beau spectacle. Je salue les gens en Martinique, d'ailleurs, qui nous écoutent. Oui. Vous avez beaucoup de gens, là, je pense, en fait, de la Martinique? On a beaucoup d'immigrants. Et en fait, on avait une femme qui travaillait aussi avec nous, mais elle venait pas du tout de Martinique, de Guadeloupe. Oh, là, c'est la guerre entre la Martinique et la Guadeloupe. Là. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Ben c'est comme les Parisiens et les Marseillais. Ils vont jamais s'entendre. C'est ça. Les Montréal et Québec. Voilà. Il y en a sûrement aussi, là, Fredericton et Saint-Jean, sûrement. Ah, mais oui! Voilà. Non, mais c'est bien que tu parles de ça parce que dans pas longtemps, il va y avoir un spectacle, tu sais, au Comic Sutra Comedy Club. Le Comedy Club de Fredericton qui a ouvert il y a quelques mois. Ils vont faire une soirée avec des humoristes de Freddy et des humoristes de Saint-Jean. Et genre, quelle est la meilleure ville, quoi? Très drôle, très bon concept. J'avais vu ça, un festival en Abitibi.
festival qui s'appelle Les Langues Sales. Qui, je me souviens plus comment s'appelle le spectacle, mais c'est pas nécessairement des humoristes. Là, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui peut participer. Puis c'est vraiment une espèce de roast interville. Là, tout le monde bâche sur les autres villes. Puis tout le monde le fait de bon cœur. Puis ça donne toujours un très, très bon spectacle. Apparemment, c'est toujours un événement là, dans ce festival-là. Tu parlais notamment, je reviens par rapport à ce que tu as dit, les premières parties. Donc, on t'avait proposé une première partie. Oui. Et tu vois, chez nous, malheureusement, ici, on n'a pas forcément souvent de première partie. Je comprends. Et moi, je comprends pas pourquoi. Parce que dans ma vision à moi, je me dis, ok, l'artiste principal, que ça soit un artiste chanteur ou un humoriste, bon, c'est celui qui est le plus connu. Mais le fait de rajouter une première partie fait que les gens qui sont venus voir l'artiste principal vont découvrir la première partie. Oui. Et ça va permettre à la première partie de se faire connaître ici. Je me dis, c'est bénéfique. Mais je peux t'expliquer pourquoi il n'y a pas de première partie. Vas-y, dis-moi, s'il te plaît. À Freddy, comme vous appelez ça. C'est qu'il faut que l'artiste principal, faut qu'il paye le déplacement de quelqu'un pour venir ici. Il faut qu'il lui paye une chambre d'hôtel, il faut qu'il lui paye des restos, il faut qu'il lui paye... Fait que ça lui coûte une fortune, en fait, pour amener une première partie jusqu'ici. C'est pour ça que vous n'en avez pas. Mais tous les spectacles qui viennent ici, en temps normal, quand ils jouent à 1 heure ou 2, même à quelques heures de Montréal, ils ont une première partie. C'est juste que je pense que quand ils viennent faire la run ici, ils l'amènent pas par souci d'économie. Ils ont la flemme, voilà. Ils sont feignants. Ouais. C'est pas vrai. C'est ça l'affaire. T'sais, même moi, à une échelle vraiment moindre, là, je finis la tournée de mon spectacle. Tiré à blanc? Oui, exactement, tiré à blanc. Puis quand je suis autour de Montréal, en dedans 2-3... Quand je pouvais faire l'aller-retour, j'amenais souvent une première partie où je prenais un artiste local pour faire la première partie parce que je trouve ça intéressant, même si personne vraiment me connaît, mais je me dis au moins je donne la chance à quelqu'un qui est encore moins connu que moi. Puis pour l'artiste principal, ben lui il arrive puis la salle est déjà chaude, les gens ont déjà ri, fait que c'est bien plus facile et plus agréable. T'sais. Mais pour un point de vue, un souci purement économique, quand je suis allé sur la Côte-Nord, quand je suis allé en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, j'avais pas de première partie parce que j'ai pas les moyens de payer une chambre d'hôtel pendant 4-5 jours, de venir avec moi puis de le nourrir parce que il fait 15 minutes, là, souvent 10-15 minutes, fait qu'il est payé en conséquence de faire 10-15 minutes, mais tu sais, je donne 150-200$, puis il faut qu'il paye sa chambre d'hôtel, qu'il se nourrisse, qu'il split le gaz à un moment donné. Ça va coûter 400$ pour venir jouer, tu sais. Fait que je pense pas que ça intéresse grand monde. Voilà. Bon, je passe... C'est le cash, c'est juste le cash. C'est ça, toujours un problème d'argent, c'est terrible. C'est toujours ça. J'aimerais qu'on revienne donc sur le début. Tu as fait l'école de l'humour, tu as gradué en 2008. Oh, ça nous rajeunit pas, hein? Non, je sais. Oui. Et en fait, j'aimerais savoir, parce que tu vois, faire de l'humour, c'est comme faire de la radio. Concrètement, pour nos parents, c'est pas un vrai métier. Donc, quand tu as dit à tes parents, oui, j'aimerais faire l'école nationale de l'humour, je veux être humoriste, je veux faire des blagues, quelle a été la réaction dans la famille? C'était quand même bien. Mes parents ont toujours été bien ouverts avec tout ça. Là. Il n'y avait pas aucun stress. Aucun stress apparent. Je veux dire, sûrement qu'entre eux autres, ils étaient comme, ouais, là, j'espère qu'il ne va pas venir nous quêter de l'argent, toi et moi, pour payer le loyer. Sûrement qu'ils se disaient ça. Mais de toute façon, quand j'ai pris la décision d'aller à l'école de l'humour avait déjà pris une place assez importante dans ma vie. Tu sais, quand j'étais au secondaire, là, donc je sais pas s'il y a ça ici, mais au Québec, on a secondaire en spectacle. Je sais pas si c'est un peu un réseau de... Chaque école fait son spectacle, là, comme les meilleurs vont dans une finale régionale, puis ensuite de ça, finale nationale, puis c'est pour motiver les jeunes à faire des arts de la scène, essentiellement, tu sais. Fait que c'est un super beau programme, puis il y a ça chaque année, puis à chaque année, je voulais participer, mais j'étais trop check-in pour le faire tout seul, tu sais, fait que... Je voulais toujours embarquer un ami avec moi, faire un duo, nanana.
Puis à chaque fois, mon ami, il me choquait, il me laissait tomber dernière minute, nanana. Fait que ça n'avait jamais eu lieu, finalement, rendu au cégep. Cégep, ça, pour les gens, là, et ça, c'est après, là... Oui, c'est après le secondaire. Après le secondaire, il y a comme une petite passe pas claire de 2-3 ans, là, où on va apprendre à boire, puis à faire la fête. Puis après ça, on va à l'université si ça nous tente. C'est une préparation avant l'université. C'est ça, pour le foie. C'est une préparation pour le foie pour l'université, c'est ça que c'est. Puis... là, j'ai commencé à faire de l'impro. Là, je me suis rendu compte que je suis quand même drôle. Je suis capable de faire rire d'autres gens que ma mère, tu sais, en soupant. J'ai commencé à faire du stand-up un peu là, à ce moment-là. J'écrivais des sketchs que je faisais avec des amis. Puis, mes amis m'ont tranquillement abandonné. Je me suis retrouvé tout seul. Là, j'ai fait cégep en spectacle, encore une fois, qui est un peu le même procédé que secondaire en spectacle. J'ai fait un concours pas si loin du Nouveau-Brunswick, à Desjolies, qui est le festival Le Tremplin de Desjolies. J'ai gagné cette affaire-là. En 2005, je finissais le cégep. Là, à partir de là, l'humour, ça a commencé à vraiment devenir important là, dans ma vie, là, de gars de 19-20 ans. Là. Fait que puis après ça, j'ai pris la décision d'aller à Montréal et d'essayer pour les auditions pour l'école. J'ai été pris la première fois. Fait que ça s'est fait quand même graduellement. Je suis pas arrivé. Mes parents, quand je leur ai dit « Hey, je m'en vais à l'école de l'humour », ils sont pas tombés en bas de leur chaise. Ils étaient comme « Ah ben oui, on l'a vu venir peut-être. » Fait que... mais mes parents étaient super cool avec ça. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Mes parents me disaient tout le temps « Fais ce que tu veux, mais arrange-toi pour être le meilleur dans ce que tu fais. » Fait que... Ouais. Tant que tu nous ramènes pas des problèmes et que tu nous demandes pas de l'argent. J'ai jamais tété d'argent, fait que ça va quand même bien. Je suis même propriétaire d'un condo mignon sur l'île de Montréal. Je suis riche à craquer. À Montréal? Sur l'île. Mais ça coûte tellement cher. J'ai accès au métro, vous vous rendez compte, les gens? Je suis riche à craquer. J'achète la station. Mais tu veux dire que ça va plutôt bien pour toi, quoi? Ouais, je me débrouille. J'ai trouvé une blonde qui faisait bien de l'argent. Ça aide. Un revenu stable, là, ça aide beaucoup, en tout cas aux yeux de la banque là, pour acheter. Là. Donc c'est pas toi qui as acheté, c'est elle. On a acheté ensemble. C'est la façon de dire que tout seul, t'aurais pas pu l'avoir. Tout seul, j'aurais pas pu, c'est sûr et certain. Quand tu étais donc à l'École nationale de l'humour, quel souvenir tu en gardes de tout ça? Est-ce qu'on t'a donné des conseils qui t'ont servi aussi? J'ai que des bons souvenirs, ou presque, de l'école. C'était super le fun. J'ai adoré ça. Je les vois, moi, un peu comme un accélérateur, en fait. Parce que c'est pas un passage obligé. Là. Non. Il y a beaucoup d'humoristes qui ne font pas l'école, puis qui sont très, très bons. Ça n'a rien à voir, tu sais. Mais je pense que c'est un accélérateur dans le sens que tu passes 2 ans à faire que ça, 40 heures semaine, avec d'autres gens qui sont à la même place que toi dans la vie. C'est beaucoup des jeunes, début vingtaine, là, tu sais, chaque année à l'école. Là. Fait qu'ils sont à la même place que toi, ils sont aussi passionnés que toi. Puis c'est tous des gens qui sont des gros poissons dans des petits aquariums un peu partout qui se retrouvent là. Fait que c'est super créatif. Tu sais, moi, mes meilleurs amis, c'est encore des gens avec qui j'ai fait l'école, ça fait presque 20 ans, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de bons souvenirs. C'était quoi la question? Les conseils qu'on a pu te donner. Les conseils qu'on a pu me donner à l'école. Hey, je m'en souviens pas. Ça devait pas être si... Ben, tu sais, on m'a sûrement donné beaucoup de conseils très pertinents, mais je te dirais que ça fait vraiment longtemps là, de tout ça. Par contre, j'ai beaucoup de conseils / des gestes qui ont été faits à mon égard au cours des années que je me souviens très bien. Là, mettons, il y a quelques années, je me souviens plus exactement. Là, je faisais la première partie de Patrick Groux dans un spectacle corporatif. Un spectacle corporatif, ça, pour les gens qui nous écoutent, c'est un spectacle où c'est souvent très, très bien payé, même trop bien payé. Par contre, c'est souvent des conditions exécrables, pas toujours, mais les gens, ils veulent pas vraiment te voir, ils sont pas au courant, ils sont en train de manger, c'est leur party. Fait que, bref, c'est souvent difficile. Puis là, c'était une espèce de congrès de je sais pas quoi, c'était gigantesque, dans une grande salle d'hôtel avec des gens dans des grosses tables en rond, là, 8-10, ce qui est un cauchemar pour l'humour, OK? Puis là, les gens, ils sont comme en train de manger, ils finissent de manger, puis là, moi, je suis supposé passer faire 15 minutes, puis ensuite, Patrick Groux, il passe pour faire 45 minutes, 1 heure, je sais pas trop. Puis là, c'était vraiment là, bruyant, là, puis genre, je savais que ça allait être vraiment l'enfer. Et
tout leur espèce de week-end là, de formation, de je sais pas trop quoi. C'était Mario Tessier, qui est animateur de radio, que tu dois bien connaître, personnellement, qui animait toute cette affaire-là toute la fin de semaine. Puis il n'était pas supposé, il n'était pas obligé, mais il y a eu le chic de faire un 10-15 minutes d'humour avant, juste pour mettre les gens dans le bon état d'esprit, de ramener leur attention. Puis quand je suis embarqué, il m'a présenté, puis ça a été super bien, les gens étaient prêts, ils étaient à la bonne place, tu sais, puis pour vrai, je les remercie à ce moment-là, puis à chaque fois je le recroise, je pense, je le remercie encore, parce qu'il n'était pas obligé de faire ça, là, tu sais, il l'a fait parce qu'il savait que ça allait être comment compliqué. Ça allait se passer pour moi après, tu sais. Fait que je le remercie encore d'ailleurs. Je sais qu'il écoute souvent la station ici, là, fait que parce qu'il prend des notes pour comment animer la radio, tout ça. Tu lui partageras le. Ouais. Puis sinon, il y a aussi un affaire qui m'a vraiment marqué. Je me souviens plus quelle année, je faisais un gala au Comédia à Québec, festival d'humour là-bas. Puis j'étais stressé avant de monter sur scène, puis ça devait paraître dans la coulisse / la loge. Oui. Puis Stéphane Fallu, qui est un vrai fin, là, un vrai gentil. Il est venu, j'étais comme en train de chiller dans une cage d'escalier, là, en train de me morfondre. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit fais-toi-en pas, Seb, si t'es là, c'est parce que t'es bon, t'as passé à travers le processus d'audition, t'as raison d'être là, t'es bon, inquiète pas, ça va bien aller. Ah oui, puis il m'a dit toutes les shows de marde qu'on fait pendant l'année, c'est pour ces shows-là où c'est des conditions parfaites, où les gens se sont déplacés dans l'objectif de rire et de découvrir du monde. Ça m'a vraiment fait du bien là, à ce moment-là, puis je le remercie encore une fois. En général, quel genre de scène tu apprécies? Parce que tu disais que tu faisais des événements, tu peux jouer en open mic, dans des théâtres, donc des gens qui sont venus spécialement pour toi, dans des galas où il y a plein d'humoristes. Quel est ton... on va dire ton moment préféré, ta scène préférée? J'aime bien une petite salle. Là, c'est sûr que je dis ça, c'est parce que je suis pas capable de remplir une grosse salle. Non, mais je comprends aussi la proximité. Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours pour dire que l'humour, c'est un art de proximité, tu sais. Je parlais des spectacles corporatifs. Souvent, ça marche pas parce qu'ils laissent une piste de danse de 30 pieds entre toi et le premier, alors que une salle idéale d'humour, c'est les gens sont tous proches, le stage est petit, il est pas haut, je peux toucher les gens dans la face en première rangée, à force qu'ils sont proches, un plafond bas, une petite salle, on est tous pognés. Le Comedy Club. Un Comedy Club, moi, ils ont pensé à ça, ils ont tout. Puis pour moi, ça, c'est les meilleures salles. J'adore me pointer là-dedans dans un contexte de soirée d'humour où il y a plein d'humoristes qui s'enchaînent, que les gens ils viennent voir la soirée, ils viennent pas voir un humoriste en particulier, ils savent pas ça va être qui. J'adore me pointer là-dedans puis juste rentrer super fort. Je trouve ça encore plus valorisant parce que les gens ils sont pas venus me voir moi, ils savent pas, la plupart du temps ils savent même pas que j'existe, puis là j'arrive, ils font waouh, il est bon lui tabarouette. Ça c'est vraiment le fun, j'aime bien ça. Et tu sais, au début de ta carrière, ton style d'humour a peut-être pas mal évolué aussi. Tu faisais des personnages. Tout à fait. Tu as un peu abandonné ça, j'ai l'impression. J'ai un peu abandonné ça, effectivement. Tu as délaissé les personnages. Oui. Pour plein de raisons, en fait. Entre autres, en faisant des personnages, que je me rendais compte, ce que j'aimais, c'était de découvrir jusqu'où je pouvais aller avec cette affaire-là. Jusqu'où ce personnage-là pouvait aller. Puis on dirait qu'après quelques années, quand j'avais comme tracé le contour de c'était quoi ce personnage-là, j'étais comme un peu tanné. Puis, tu sais, veux pas, une fausse personne qui n'existe pas, c'est quand même beaucoup moins riche qu'une vraie personne qui existe. Fait moi, je revenais toujours comme personnage principal parce que je suis un être complexe. Puis, autre point pourquoi j'ai arrêté ça, c'est que ça finit par être de mener, mettons, j'avais 2 personnages que je faisais, plus moi, c'était comme mener 3 carrières en parallèle au final, tu sais, parce que moi, je fais un spectacle, je fais 1 heure, là, tu sais, il faut que je trouve une façon d'aller me changer, mettre ma perruque, tu sais, mettre mon chandail de mon autre personnage, tu sais, c'est compliqué. Puis là, quand tu joues dans des comédie clubs, dans des bars, il faut peut-être te changer dans les toilettes. Puis là, c'est pas les moments où tu te sens le plus
le plus glorieux. Là. T'es dans des toilettes d'un bar miteux, là, puis tu mets une perruque, t'es comme pourquoi je fais ça? T'avais 2 personnages, donc plus 3. Plus toi, ça fait 3. Ouais. Tu peux nous les présenter, les 2? Ouais, ben il y en a un que j'avais commencé à l'école de l'humour qui me roulait quand même bien. Après, ça marchait vraiment bien, mais je pense que ça passerait plus en 2025. Je faisais une femme, en fait. J'interprétais une femme. Puis le gag, c'était que c'était une femme, mais c'était la version la plus masculine que... plus masculine que moi. Elle avait une grosse voix dégueulasse. Puis son objectif, elle, c'était toujours de rencontrer l'amour, puis d'avoir un enfant, puis tout ça. Puis elle se faisait toujours rejeter, dans le fond. C'est toujours ça, un peu son pattern. T'sais. Il marchait vraiment bien. Il y a des bons gags là-dedans. Mais je l'ai abandonné parce que, justement, mettre une perruque, là, tout ça. Puis j'avais fait un peu le tour de cette affaire-là. Puis après ça, j'ai fait un autre personnage que j'avais appelé Martin le Duc, parce que c'était le nom le plus commun ever, tu sais. Puis c'était un gars en polo. Le costume, c'était juste un polo boutonné jusqu'en haut, rentré dans mes culottes. Puis j'étais pas bien, puis je jouais beaucoup sur le malaise, puis beaucoup d'anti-humour, des anti-gags, puis je jouais sur les patterns d'humoristes, puis là, je les ratais, tout ça. Puis j'aimais beaucoup ça faire ça. C'est de l'humour bien absurde. C'est juste du liner que je me permets rarement de faire en stand-up. J'essayais des nouveaux trucs. Ça, j'en ai fait beaucoup. Là, j'ai fait le seul gala juste pour rire que j'ai fait, c'est ce personnage-là au final. Fait que lui, il a fait un gala, puis pas moi. C'est ça que ça veut dire. Fait que, comme quoi, heureusement que tu faisais des personnages. Ben oui, mais j'adore encore ça. J'aime ça. Là, j'aime ça écrire pour d'autres. C'est le fun de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, de réfléchir d'une autre façon. Ça te permet de naturellement voir la vie d'un autre angle, ce qui te permet d'écrire des blagues différentes qui sont surprenantes. Puis la surprise, c'est ça qui fait rire les gens au final, parce que si les gens la voient venir, ils riront pas. Ouais. Comme tu vois, je m'excuse, je ne vais pas te couper, mais comme tu vois, là, bientôt, je fais un spectacle que je vais faire une seule fois, en tout cas c'est prévu une seule fois, puis je ne crois pas le refaire. C'est qu'il y a une soirée d'humour à Montréal qui s'appelle Humour GHB, qui est pour Gore Art Brutal. Donc c'est de l'humour trash, d'humour super noir, des affaires super déplacées, des jokes que tu peux pas faire ailleurs, tu sais. Puis je suis étonnamment vraiment bon pour me mettre dans le personnage du gars qui est super trash, alors que mon style normal est à des années-lumière de ça, tu sais. Fait que là, je fais un spectacle d'1 heure de ça, justement, puis ça va dans la même catégorie que je te disais. C'est très agréable de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, puis d'écrire du stock que normalement, tu penserais même pas à écrire parce que c'est tellement loin de toi. T'sais. Pourquoi tu vas le faire qu'une seule fois? Ben parce que c'est tellement trash. Tu peux pas le faire en tournée, enfin... Ben, je pourrais, tu sais, mais c'est parce que c'est tellement... Ouais. C'est des blagues tellement horribles que j'assume pas dans un contexte hors que ce personnage-là. Que c'est clair. Mais le personnage, c'est moi. Il n'y a même pas de personnage. C'est juste que là, j'écris dans cette optique-là. Puis, tu sais, même là, je vais le faire. Au début, c'est pas encore clair, mais au début, je vais le préciser aux gens. Je vais faire une couple de blagues un semi-trash, semi-déplacé, juste pour faire. Là, ça va être ça pendant 1 heure. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'aimez pas ça, si c'est pas votre genre, vous pouvez juste y aller. Ça me dérange pas. Je serai pas fâché. Mais après... c'est Unleash the Beast. Fait que vous pouvez pas chialer, vous n'êtes pas averti. La description du spectacle, c'est ça. C'est écrit en dessous après. En dessous, en petit, c'est écrit là, ça va être violent. Là, genre, venez pas si vous êtes des âmes sensibles. Puis, moi, je veux pas être en conflit avec les gens. Je veux pas choquer les gens. Je pense rien de ce que je dis dans ce spectacle-là. Mais c'est jamais quelqu'un de délicat, quelqu'un qui comprend pas exactement le concept du show, qui vient voir ça, qui pourrait être très choqué. Fait que je vais sûrement le faire juste une fois, à moins que la demande soit l'offre et la grande. demande. Voilà. Alors, Freddy, si jamais t'es amateur d'humour trash, solidement trash, appelle-moi, puis je vais amener une première partie, là, si tu veux. Oui. Je sais que t'adores ça. Concernant ton spectacle d'humour trash, en fait, mon côté un petit peu curieuse et mon côté peut-être malsain a envie de savoir de quoi tu parles dans ces spectacles.
Ah oui? De tout ce qu'il ne faut pas parler, en fait. C'est comme ça que je procède, en fait. Donc, il y aura des blagues de viol, il y aura des blagues racistes, des blagues misogynes, des blagues androgynes. Ça contre les messieurs. Attends. Misogyne, c'est contre les femmes, et contre les hommes, c'est... Le mot ne va pas nous revenir. En tout cas, bref, tout le monde y passe. Toutes les choses qu'il ne faut pas dire, en fait, ils vont malheureusement être sujets à la blague. Car je crois que dans le bon contexte, on peut rire de tout. J'ai retrouvé le mot. Ah! Misandre. Misandre. Ça a quasiment l'air du nom d'un personnage là, d'une histoire grecque, là, tu sais. Misandre, puis là, sûrement il va sauver quelqu'un, là, puis il sauve une ville, là, genre en Grèce. C'était pas clair, ça, hein, mais je me comprenais, moi. Misandre, le nouveau personnage de Sébastien Haché. Bref, on rit de tout, en fait. Là, qu'est-ce qu'il faut pas rire? C'est comme ça, je pars. Bon, qu'est-ce qui choque les gens? Puis là, je fais des blagues de tout ça. Je m'excuse, les gens, mais ça va avoir lieu une fois. Ça sera quand? C'est le 19 juin, à 21h30, à la Maison de la Culture Maisonneuve. Soyez au rendez-vous, tout le monde. Donc ça, tu peux pas partager des extraits sur les réseaux, ça passera pas. Je vais partager quelques extraits pour faire la publicité, parce que je suis allé quelques fois là, à la soirée d'humour JHB. Oui, de ce genre-là. Puis je mets les blagues les plus douces, là, tu sais, pour pas être barré de Facebook. Parce qu'ils ont la mèche courte quand même. Et avec raison, là, il faut pas dire des mauvaises choses. Dites pas des mauvaises choses sur les gens. C'est très, très conflictuel, qu'est-ce que je dis là. Hein? Je dis qu'il faut pas le faire, puis je le fais. Oui. Je vais réfléchir à ça. Oui. C'est concernant... Donc, il y a beaucoup d'humoristes qui se filment. Qui se filment parfois juste pour, tu sais, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, quelle blague a fonctionné, quelle blague n'a pas fonctionné. D'autres décident de filmer pour ensuite le partager ou le vendre sur Netflix ou autre. Oui, Netflix. YouTube. YouTube, ça arrive bien plus. Tu sais, maintenant, là... avant, on se filmait, puis c'était pour nous, là, parce qu'on avait bien peur là, de brûler nos jokes. Là, c'était ça, parce que quand tu le mets sur Internet, là, après ça, les galas ou les spectacles télévisés, ils veulent pas les prendre parce qu'ils sont déjà à la vue de tous, parce qu'eux, ils veulent l'exclusivité. Ouais. On avait bien peur de ça, là, jusqu'à, je sais pas, 4-5 ans peut-être. Là. Il y a une nouvelle génération d'humoristes qui, eux, sont plus jeunes, puis il y en a moins de captation télé, fait qu'eux, ils mettent tout ça sur Internet. Puis maintenant, c'est ça. Là, comme là, mon spectacle, moi, je tirais à blanc, aussitôt que je le finis, je vais le mettre sur YouTube. Il est capté professionnellement, puis je vais le mettre sur YouTube. C'est ça, comme ça qu'on procède maintenant. D'un point de vue travail, c'est très intéressant de se filmer. Plus souvent qu'autrement, moi, je m'enregistre, juste audio, juste pour, comme tu dis, réécouter, surtout quand je travaille un numéro. Quand c'est rodé, là, ça va, là, mais quand je travaille un numéro, je pourrais écouter, faire OK, là, ça rit, là, ça n'a pas ri. Ça, je pense que la pièce est bonne, mais il y a du travail à faire, nanana. Mais se filmer, ça donne une coche de plus. Comment tu joues sur scène, puis peut-être les réactions aussi. J'ai entendu dire que c'était bien quand tu voyais les premiers rangs sur la vidéo pour voir les réactions physiques. Je sais pas trop si... J'ai jamais remarqué ça. Je suis très égocentrique, je me regarde juste moi, je pense. Mais s'enregistrer, un truc, peut-être que, je sais pas si on t'a parlé de ça, qui moi m'a beaucoup aidé, c'est de m'écouter en accéléré. Ça a l'air niaiseux, là. Mais en t'écoutant en accéléré, tu découvres ton pattern, en fait. Ton espèce de musicalité. Ce que tu remarques pas quand tu l'écoutes à vitesse normale, parce que c'est suffisamment aéré pour que ça soit pas... ça te saute aux oreilles, tu sais. Mais quand tu l'écoutes accéléré, tu te rends compte que ton pattern musical, c'est toujours... Fait que là, tu fais... Ben là, je punch toujours pareil, dans le fond, tu sais. Fait en comprenant ça, là, ça te force à retravailler tes trucs, à changer un peu ton rythme, à trouver des trucs pour changer ça, pour surprendre plus les gens, parce que c'est déjà la deuxième fois que j'en parle, mais pour évoquer le rire, ça prend la surprise. Et parce que le rythme aussi est important. Parce que parfois, quand tu vas parler très très vite et qu'à la fin, tu vas ralentir le rythme, tu vois,
C'est un peu comme tenir en haleine ou, tu sais... Tout est une question de rythme et de timing en humour. Si je te dis... attends, qu'est-ce que c'est quoi cette blague-là? Je fais une blague dans mon spectacle, que quand j'ai commencé à la faire, ça riait, mais... pas à mon goût, là, pas avoir réussi à trouver la twist, je l'aurais flushé, mais à un moment donné, en l'essayant, puis en variant le rythme, en essayant différentes affaires, j'ai trouvé que si je faisais toute ma prémisse, que je laissais un temps vraiment long quand même pour la scène, mettons, j'ai dit 2 secondes, 3 secondes, ce qui n'est pas long, mais sur scène, ça peut avoir l'air long. Différence. Quand je disais le gag, juste en changeant rien dans les mots, juste en laissant ce temps-là, le gag devenait 100 fois plus fort. Puis c'est un des bons gags dans le spectacle. Fait que tu vois comment le timing, ça change tout en humour. Juste rajouter un petit silence. Des fois, c'est enlever le petit silence. Des fois, c'est accélérer. Des fois, c'est chuchoter pendant un moment, se lever le ton. Tout ça, c'est des petits trucs, des effets qui servent à, justement, comme tu dis, garder le monde on. Parce que si t'es juste bla, c'est pas long que si tu fais 7-8 minutes, c'est pas si pire, mais si tu fais 1 heure, 1 heure et demie, là, le monde, à un moment donné, il faut que t'es surprennes, faut que t'es gardes, tu sais. Fait que oui, tout moduler, tout ça. C'est un art complexe, la drôlerie. Les gens, ils pensent là, que... Les gens, là, vous pensez qu'on fait juste arriver là puis dire n'importe quoi. Non. On a réfléchi à ça pendant des heures. Mais justement, c'est le moment de parler aussi de ton processus de création. Comment tu écris? Est-ce que tu t'inspires un petit peu chaque jour de quelque chose ou vraiment tu vas te mettre dans une bulle en te disant « Ok, là, je vais écrire sur tel sujet, tel sujet, tel sujet ». En gros, comment tu fais pour créer? Je fonctionne par flash. Souvent, en fait, si j'ai un bon flash pour une bonne blague, je vais essayer de partir de là puis de tricoter autour de ça pour soit créer une histoire, créer une anecdote autour de ça, qui est inventée de toutes pièces, les gens. Car oui, je suis un menteur. Ou des fois, c'est l'inverse. Des fois, j'ai une vraie anecdote qui est juste une petite blagounette, puis après ça, tu tricotes autour de ça pour l'exagérer, nanana, puis là, pour créer de quoi. Ça a été beaucoup la façon dont j'ai fonctionné au début de ma carrière, lorsque j'étais jeune. Parce que maintenant, je suis si vieux et sage. Maintenant, j'y vais plus avec qu'est-ce que j'ai envie de parler. Je pense que ça vient avec l'âge. Le tir à blanc, mon spectacle, c'est je raconte toute l'histoire de comment j'ai réussi à avoir un enfant malgré que je sois complètement infertile. Fait que puis suite à ce spectacle-là, ce spectacle-là a brisé quelque chose, dans le sens que c'est un spectacle qui est tellement personnel, de choses tellement intimes, qu'on dirait après de juste retourner puis faire « Hey, je vais faire des blagues sur les chemises vertes. » Les chemises... On dirait que j'avais besoin de parler de vraies affaires, de m'ouvrir pour vrai. Là. Je sais pas, on dirait que tous les humoristes passent par là. Tout le monde se fait « Ah, là, c'est vraiment mon spectacle le plus personnel. » Ils disent tout ça. Mais on dirait que je suis rendu dans ma phase, c'est le spectacle le plus personnel là, de l'humoriste. Là. Fait que j'ai eu bien de la misère à retourner après à écrire des affaires un peu détachées, tu sais. Juste drôle pour être drôle. Fait que là, je te donne un scoop. Vas-y, dis-nous. Je suis pas sûr, mais j'ai envie que mon prochain spectacle s'appelle quelque chose comme « J'ai peur », puis que je vais juste parler de mes peurs, en fait. Parce que là, à date, je me rends compte que tout ce que j'ai écrit, ça parle de ça. C'est par la bande, tu sais, c'est comme sans vouloir faire ça, je suis comme dans ce mood-là, on dirait ces derniers mois. Fait que là, probablement que ça va s'appeler de même, puis ça va parler indirectement de ça. Fait que voilà. Mais que je revienne dans 2-3 ans pour présenter mon spectacle avec une première partie. Voilà, j'allais le dire. Ça risque de parler de ça, là. Incognito. Donc, de tes peurs. Ouais. Quel genre de peur tu as? On avait parlé lors de l'entrevue la semaine dernière que tu avais peur de toi-même, enfin... Ouais. D'une certaine façon. Mais concrètement, tes peurs... Ouais. Ben là, oui, comme là, j'ai anxiété avec trouble panique. Ça veut dire que j'ai peur de mes symptômes d'anxiété. Là, ce qui est vraiment un super combo. Fait que moi, j'ai peur de ça.
J'ai peur d'élever mon gars tout croche, qui devienne un gros colon débile. Il est encore jeune. Il y a moyen de le rattraper, mais il n'est pas trop tard pour l'échapper non plus. Oui. Fait que j'ai peur de ça. J'ai une anecdote aussi où bref, il se passe de quoi là dans une salle de bain publique. Fait que j'ai peur pour mon hygiène personnelle, grosso modo. J'ai tout le temps peur de puer, ce genre d'affaires-là. J'ai toujours peur. J'ai peur aussi que ma blonde me dompe. J'ai peur de plein d'affaires. Mais tu dis pas que t'as peur genre du noir, t'as peur des araignées, t'as peur des cerfs. Tu dis pas ça? J'ai pas peur de ça. Non mais c'est bien. Bon. Mais c'est des... Ouais, mais c'est parce que je cherche plus des vraies affaires profondes. Tu sais, j'ai peur du noir, n'importe qui peut dire ça, tu comprends? C'est ça l'affaire. Mais quand t'as peur du noir, c'est pas simple, hein? Ben, quand t'as peur de quelque chose, peu importe c'est quoi, c'est jamais simple. Quand t'as peur de l'eau, c'est pas simple? C'est pas simple. Mon père avait une peur horrible de l'eau, pour vrai. Tu sais, puis on avait une piscine, genre, puis il se baignait, là, genre... L'eau, il arrivait ici, puis il se baignait avec un genre de triple gigantesque, puis une veste de sauvetage, là, tu sais. J'ai d'excellents souvenirs à la plage. Mon père, il nous avait acheté un genre de bateau gonflable, puis il mettait... On avait genre, je sais pas, là, il avait 6 ans, ma soeur en avait 10, là, tu sais. Puis il y avait une grande corde qui attachait sur le bord de l'eau, là, pour pas qu'on s'en aille trop à dérive. Puis là, j'ai des bons souvenirs de lui dans le bateau, là, puis qui essaie de nous ramener, puis que là, il sac, là, parce qu'il... il a peur, tu sais. Mais moi, je suis trop jeune pour comprendre ça. Je vois juste comme, mon père, il arrête pas de sacrer. Pourquoi il pogne les nerfs de même? Mais tu sais, il y avait la chienne, tu sais, d'être trop loin dans l'eau, là, tu sais. Ça me fait rire, tu sais. Parce que tout le monde a ça, tu sais. Tout le monde a... Tu sais, toi, ça va être le noir, mettons. L'autre, ça va être l'eau. Moi, c'est que mon gars devienne un gros colon. Mais c'est la même peur. Tout le monde se rejoint là-dedans. C'est ça que je trouve aussi intéressant dans cette idée-là de parler de peur, tu sais. Je pense que j'ai peur, mais c'est une peur rationnelle. Enfin, tout le monde a ça, je pense. C'est l'avis des autres, la réaction des autres, ce que vont dire les autres. C'est une genre d'anxiété sociale, ça. Après, j'ai d'autres peurs aussi. Le jugement des autres, c'est tout le monde. Mais il y a un truc aussi dans les transports où quand il y a beaucoup de monde, il faut que je puisse sortir rapidement de là. Je pourrais pas aller en festival, je pourrais pas aller en... Ouais. Je te file. Ouais, toi aussi. Quand je vais voir un spectacle dans une grande foule, là, souvent, soit je suis proche du bar, soit je suis proche de l'espèce de bout de technicien, comme des clôtures. J'ai besoin d'avoir quelque chose de dur, on dirait, là, pour me tenir. Oui. On dirait comme s'il y a un mouvement de masse. J'ai comme mon petit angle pour me tenir. Alors que la petite clôture, là, elle va pas être clos, mais... Ouais, mais je te file. Non, mais c'est vrai, c'est quand, par exemple, j'ai envie d'aller à un show, je vais essayer de trouver des places, tu sais, sur le bord, parce que si je suis au milieu et que j'ai envie de partir, déjà, tous les gens vont devoir se lever, donc déjà, ça, je perds du temps. Ouais, je te file. Dans tout ça. Pour ça que vous n'allez pas me trouver au milieu d'un festival. C'est dommage parce qu'il y a plein de festivals pas mal aussi. Mais ils sont aussi bien quand tu es sur le bord. Hein. Oui. Mais tu vois, les festivals, s'il y a... j'ai vu des vidéos il n'y a pas longtemps de Lady Gaga. Elle se produisait peut-être en Amérique du Sud. Ouais, c'était au Brésil, je pense, à Rio. Sûrement. T'as vu les images où, dans la rue, il y avait genre 200 000 personnes, une affaire de main. Des centaines de milliers de personnes, à perte de vue, là, c'était... Ouais, ça, c'était au milieu de ça, là. Je suis semi pas bien aussi, là. Non, mais moi, je me dis, imagine, t'es derrière, déjà, tu vois même pas l'artiste sur scène, je veux dire, ça sert à quoi de venir? Bah, t'es là pour l'expérience, pour dire que t'étais là, tu sais. T'es là, mais tu vois, et Lady Gaga, c'est une fourmi sur la scène. Bah, tu vois l'écran, j'imagine, il dort des écrans, là, tu sais, mais... Je comprends ton point. Aucun intérêt. Mais c'était gratuit, je pense, ce spectacle-là. Oui. J'ai vu Lady Gaga, mais franchement, j'étais à 12 km. Je l'ai entendu. Oui, avec beaucoup d'écho, sûrement, mais je l'ai entendu. On va... Tu vas me dire, je passe du coq à l'âne, c'est vrai. Est-ce qu'on t'a déjà pris pour quelqu'un d'autre? Dans la rue, par exemple? Tu passes du coq à l'âne? Bah ouais. Peut-être qu'on t'a pris pour Lady Gaga. Hein. Non, jamais. Est-ce qu'on m'a pris pour quelqu'un d'autre? Pour un autre humoriste ou pour un, je sais pas, un réalisateur, acteur. Je pense que ça m'est déjà arrivé qu'on me prenne pour Pierre Bruno Rivard,
C'est un autre humoriste pseudo connu. Il n'y a pas trop de ressemblance, hein? Peut-être à l'époque. Moi non plus, je trouve pas qu'on se ressemble beaucoup, mais on est deux petits bruns, là, maigrichons, avec peut-être, mais non, les gens me... En fait, les gens, souvent, ils me reconnaissent, ils savent qu'ils m'ont déjà vu quelque part, à la télé, peut-être, mais ils savent pas trop je suis quoi, je suis un chanteur, c'est moi qui lis les nouvelles, ils reconnaissent ma face, mais ils peuvent pas dire qu'est-ce que je fais. Oui. Mais non, c'est rare qu'on me confond avec d'autres gens. On m'a dit que je ressemble... Ah, mais on m'a dit déjà que je ressemblais à Pavel Datsyuk. Je sais pas qui c'est. Que tu dois connaître. Qui était un joueur de hockey à l'époque, qui jouait avec les Red Wings de Détroit. Okay. Un joueur russe extrêmement talentueux, les meilleures mains que jamais j'ai vues en matière de hockey. Très bon joueur de hockey. Mais il n'était pas très joli, malheureusement, et quand on me compare à lui, ça me blesse un petit peu. Oh non, c'est terrible. Ah oui, on m'a déjà comparé aussi, on me compare juste à des gens laids. L'acteur, je ne me souviens pas de son nom, qui jouait dans le film Perfume, donc Parfum en français, je crois, qui est un acteur qui a une face très en pointu, il n'est pas très beau, un peu maigrichon. Fait que bref, on me compare à des gens pas beaux. Je sais pas, après, peut-être un petit air de Pierre Ninet. Ça me dit rien. Pierre Ninet, un acteur français. Ici, il y a un petit air, je trouve. J'écoute pas assez de films français où ça fait juste parler, s'engueuler et bouffer. C'est bien résumé. En fait, je sais pas. Je sais pas. Oui, je connais. Ouais, peut-être. C'est peut-être le plus ressemblant parmi... En vieillissant, peut-être plus. Quand la photo, il est jeune, moins. Oui, mais, en vieillissant. Mais il est beau gosse, lui, quand même. Ben oui, attends. Ouais. C'est l'un des acteurs préférés. Oui. Il faisait pas le Comte de Monte Cristo récemment, tout d'ailleurs, à fait. c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Ben lui, j'accepte. Il est sexy. Tu vas dire que tu t'appelles Pierre Ninet maintenant. Voilà. Du coup, je rajoute du coup à la fin, puis tout le monde pense que je suis français. Question existentielle maintenant. Oh. Le monde veut savoir. La question qui tue. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu es au volant de ta voiture? Qu'est-ce que tu écoutes quand tu conduis? Parfois, j'écoute des balados. Mais je suis pas un si grand consommateur de balados comparé à beaucoup de gens que je connais. Les balados que j'écoute, que j'aime bien écouter tous les trucs de Christian Page. Donc, tous les mystères de fantômes, les affaires-là. J'adore ça. J'adore écouter... comment ça s'appelle? Distorsion. Connaissez-vous Distorsion? Distorsion. C'est tous des mystères de l'ère numérique. Fait que c'est tous des gens qui ont disparu, puis que là, on les voit sur des caméras, là, genre 3 ans plus tard, là, des affaires de même. Wow! Fait que ça, c'est toujours bien intéressant. J'écoute beaucoup d'affaires de même. Sinon, j'écoute beaucoup de musique dans mon char. Qui sont tes artistes préférés? J'aime beaucoup un band qui s'appelle The Hives. The Hives? Je sais pas comment c'est allemand? C'est suédois, en fait. Ah. C'est un groupe suédois de punk rock garage. Je pense que si j'étais au HMV, là, c'est comme ça qu'ils décriraient ça. Ça ressemble un peu à The Ramones, là, jadis, la musique très rapide, la musique agressive. J'adore ça. Je suis allé les voir d'ailleurs l'année dernière à Brooklyn, parce qu'ils venaient pas à Montréal, puis j'étais très déçu. Tu voyages? Je voyage. Fait que je suis allé les voir à Brooklyn. C'était la 3e fois que je les voyais. Fait que j'aime beaucoup la musique agressive en général. Mais je suis assez une guidoune, là. Tu sais, moi, sur mon téléphone, j'ai Spotify. Puis ma liste, c'est les chansons aimées. Ça va de Britney Spears à Pantera, à 50 Cent. Tu sais, je ratisse large. Mais je te dirais que la musique agressive, là, le rock'n'roll... Quand j'étais jeune, j'étais un gars de heavy metal, là, mais là, je me suis assagi maintenant. Je commence à être vieux pour ça. Là. C'est éclectique, tes goûts musicaux. Je suis facile au bout. Moi, j'aime ça que ça soit rythmé et catchy. C'est ça mon... Et au contraire, est-ce que tu as des artistes que tu n'aimes pas forcément ou juste t'accroches pas, quoi? C'est leur style et puis c'est pas le tien. J'ai toujours eu plus de difficultés avec le hip-hop.
en général. Oh. Moi, mon truc, en vieillissant, c'est un peu moins pire. J'aime beaucoup. Je suis allé voir d'ailleurs un spectacle d'un rappeur de presque du coin de Nouvelle-Écosse qui s'appelle Classify. Oui. Qui était en spectacle, qui était le Maritime Tour, plein de... C'est lui la tête d'affiche, mais il y avait Ria May aussi, que j'aime beaucoup, qui vient de ce coin-là. Il était 4-5 artistes là, de Nouvelle-Écosse. Fait que, ouais. C'est un très beau spectacle. Connaissez-vous Ria May, tout le monde? C'est pas la sœur d'un artiste... J'en ai aucune idée. J'aime beaucoup son beat. J'aime beaucoup Classify aussi, tout le monde. Et là, je suis en train de me demander comment ça s'écrit. Je la connais. c'est M-E-A, je crois, son nom de famille. May. Bon, non, c'est pas grave. Par contre, je me suis souvenue de ce que je voulais dire tout à l'heure, parce qu'on parlait justement de si on t'avait déjà pris pour quelqu'un dans la rue, blablabla. Sauf que moi, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me dit « Ah bah tu ressembles à telle personne. » Je ressemble toujours à la femme de telle personne, tu vois. Pourtant, c'est pas forcément un compliment, je pense. Mais... C'est ton visage générique. T'es le Sims de base. Tu ressembles à tout le monde. Très souvent, je dis que je dois avoir un visage très banal, je pense. Tu sais que c'est comme triste de se faire dire ça, on dirait. Non, mais... non, mais c'est comme... Peut-être ça t'est déjà arrivé aussi, mais tu marches dans la rue et puis t'as l'impression de voir quelqu'un que tu connais. Ouais. Donc, des fois, tu vois quelqu'un et tu dis « Oh, cette personne-là ressemble grave à ma mère. » Ah ouais. Dans l'attitude ou... Ah ouais, mais tu sais, moi, avec mes amis, là, pendant longtemps, on a joué au sosie là, de façon violente. Là, oui, Charlie. Ben en fait, c'est jouer au sosie, en fait, tu te promènes puis tu fais « Ah, on dirait il ressemble à George Clooney. » Puis là, tu fais « Hey, le point sosie. » Puis il fait « Ah ouais, le point sosie est accordé. » J'adore ce jeu. C'est tout le temps un peu... George Clooney, s'il avait manqué d'air à la naissance, c'est tout le temps un peu... c'est jamais exactement ça, mais on voit la twist puis on se donne des points. Tu parlais tout à l'heure que tu aimais beaucoup les balados un petit peu mystérieux, mystiques, J'aime etc. J'aime tous les mystères, j'adore ça. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai trouvé une information qui m'a... Je me suis dit, est-ce que c'est possible? T'as joué dans une maison hantée? Dans des lieux hantés? Bien sûr. Mais c'était pas des vrais lieux hantés, là, on faisait à croire que c'était hanté. Okay. J'ai travaillé à la Ronde pendant 11 ans, je crois, pendant le mois d'octobre. Où c'est comme c'est la ronde hantée là. J'ai fait plein de choses. J'ai fait des vampires, j'ai fait des rats dans une ville de rats, j'ai fait des pirates zombies, j'ai fait un fossoyeur de cimetière. J'ai aussi travaillé dans des maisons hantées vers la fin des dernières années. Je faisais une maison hantée là, où tout est noir, il fait noir presque total. Nous on était tout habillés en blanc, genre semi en momie là, avec la face toute blanche puis les yeux noirs. Puis on faisait peur aux gens. C'est très agréable de faire peur aux gens. Je me doute. Et ça, étonnamment, faire peur aux gens, ça rejoint beaucoup l'humour dans le timing, en fait. Oui. Parce qu'il faut avoir le bon timing, le bon sens du punch pour... sauf qu'au lieu de faire rire, on fait peur aux gens, tu sais. C'est très agréable. Il n'y a rien dans la vie qui est aussi bon que d'avoir le droit de gueuler dans la face de quelqu'un, genre... Ah! Puis que lui, genre, il hurle, tu sais, puis que tout le monde, il chill avec ça après, tu sais. Mais tu sais qu'il y a un événement à Fredericton qui est tous les ans vers octobre pour Halloween. Donc c'est sûrement en octobre, oui. On ne sait pas si un jour Halloween c'est un autre mois, mais c'est le Freddy Fright Fest. Et lors de cet événement, tu as un truc qui s'appelle la maison hantée. Et ça a lieu sur plusieurs semaines, 2-3 semaines. J'ai fait ça l'année dernière avec justement une collègue. Et moi, ça allait. Je pense qu'ils ont été plutôt sympas avec nous parce qu'on venait aussi pour ensuite le présenter aux auditeurs. Mais c'était plutôt bien fait. Ça m'a donné envie d'être bénévole. Pour faire la maison hantée. Bah, bien sûr, pour faire peur aux autres. C'est incroyable. Puis c'est dur, on dirait, après de décrocher. Je me souviens, là, quand je partais d'une journée de la ronde, je prenais l'autobus pour retourner chez nous. Puis là, tout est fade. Depuis, je sais pas, ça fait 10 heures de temps là, que je suis dans le noir, puis que je dévisage du monde, puis que je leur hurle d'en face. Là, on dirait que je suis assis dans l'autobus, puis
je fixais les gens, tu sais, un peu dans le même mood. Là, voyons, je peux plus faire ça. Je suis juste bizarre en ce moment. Là, tu sais. Mais en fait, quand on prend les transports et qu'on voit des gens nous fixer bizarrement, en fait, c'est ça. Ils sortent de la maison hantée, c'est ça. C'est après toutes ces années, on se demandait. Non. C'est ça. J'ai beaucoup aimé ça, faire ça. J'ai fait ça pendant plusieurs années. C'est très agréable. Est-ce que tu penses que les humoristes sont donc les meilleurs pour faire peur? Tu parlais d'effets de timing, etc. Mais... Ben, c'est pas les meilleurs, mais ça prend quelqu'un qui a un sens du punch, assurément, parce que j'ai travaillé avec des gens dans des maisons hantées qui n'avaient pas de sens du punch. Puis ça punchait pas. Ils réussissaient au final à faire peur d'une façon ou d'une autre, mais jamais autant que quelqu'un qui a un bon sens du punch puis qui avait le bon timing pour faire peur aux gens. Après, je me doute que vous aviez peut-être pas le droit de toucher les gens. Non. Donc ça crée, tu sais, tout de suite une limite où tu te dis, ok, on peut pas me toucher. On peut me faire peur, on peut mettre toutes les musiques de tronçonneuse que vous voulez, mais vous pouvez pas me toucher, donc ça va. En tant que public, tu veux dire, ou en tant que personne qui travaille là? En tant que personne qui fait peur aux autres, j'imagine que tu n'as pas le droit de toucher le public. On n'a pas le droit. Mais, tu sais, moi, je disais tout le temps même affaire. Parce qu'il y a tout le temps des gens qui s'essayent, là, tu sais, qui nous repoussent. Des fois c'est comme... C'est juste qu'ils ont peur, puis c'est comme une réaction. Là, ça, c'est correct. Là, ça me fâchait pas. Là. Mais il y en a, tu sais, que... Tu sais, des gars, là... Ils sont là avec une cocotte, là, tu sais, puis ils veulent pas montrer qu'ils ont peur, mais dans le fond, là, ils sont terrifiés. Puis là, ils fait leur coquille. Puis ils te poussent, là. Ça, là... Les premières années, là, j'étais comme... Ah non! Mais les dernières années, là... Oui. J'avais ma réplique, j'étais comme, je disais, tu me touches, je te touche. Ça, c'est bien. Oui, ça les calmait souvent. Hey, mais une fois, ça c'est bon, hein, maudit. Une fois, je travaillais, j'étais pas dans une maison hantée, j'étais dehors, je me souviens plus j'étais quoi, je pense que j'étais un fossoyeur Puis là, j'étais comme dehors dans une zone, il y avait un cimetière aménagé, puis moi, je me promenais là-dedans, puis autour de ça. Puis à un moment donné, j'ai fait peur à une fille, puis elle avait tellement peur, elle est partie à courir. Moi, j'ai couru après parce que c'était trop bon, parce que tu sais dans une foule, il y a quelqu'un qui hurle, qui crie, c'était écœurant, ça met comme l'ambiance, tout le monde est un peu sur le nerf, tout le monde a un peu peur, fait que c'est parfait. T'sais. Je pars à courir après, puis là, elle venait comme de s'acheter une grosse liqueur, comme avec un verre en genre de carton ciré, avec une paille, tu sais. Et tout là, elle courait, puis là, un moment donné, quand elle a vu que je la poursuivais, elle a juste lancé la liqueur sur moi, puis je l'ai reçue, puis elle m'a éclaté en pleine face, je pense que c'est une grosse orangeade, puis là, j'étais tout trempe d'orangeade, puis tu sais, j'étais comme fâché, parce que voir qu'elle me lance ça, elle n'a pas le droit de faire ça, mais en même temps, j'ai littéralement couru après, tu sais, c'est quoi les chances qu'elle lance sa liqueur, puis qu'elle m'éclate en pleine poire? Je suis retourné en riant, tu sais, à mon spot, puis ça s'est arrêté là. Là, c'est le sens du timing. Ça, tu t'es pris, tu sais, c'est un peu comme la vie, l'arroseur arrosé. Ouais, exactement. Voilà. Arrosé d'orange croche. C'est tellement... C'est dommage que ça n'a pas été filmé. Ouais, dommage, très, très dommage. Ça aurait fini dans les ça aurait été tellement bon, pour vrai. J'ai tellement ri. J'ai décroché, je retournais comme à mon spot, puis je faisais juste rire, j'étais même plus dans le personnage, tout le monde me regardait, puis j'étais juste, je riais, je me c'est drôle, j'ai reçu une liqueur d'en face, tu sais. Ouais. J'adorais ça aussi, faire tomber des gens, ça c'était super le fun. Oh non! Ouais, ça, on se donnait des points entre nous autres, là, quand on faisait tomber des gens, là. Ça c'était très cool, j'adorais ça. Bon. Tu sais qu'il y a des fois dans les maisons hantées, à la ronde, ça arrivait, il y a des gens qui pissaient. Mais parce qu'ils avaient tellement peur? Qui pissaient. À chaque année, ça arrivait au moins une fois ou deux. Il fallait fermer la maison hantée, un petit 15-20, quelqu'un de passer à la mop parce que quelqu'un avait pissé à terre. C'était qui? C'était des jeunes ou c'était tout le monde? Ben, on sait jamais vraiment c'est qui parce que la personne, elle fait pas « Excusez-moi, j'ai pissé. » Ouais. Fait que c'est juste, nous, on passait, mais on faisait « Ouais, on s'en bat à pisse. » Puis on checkait, il y avait une grosse laque à terre. Fait que peut-être à la sortie, on l'aurait vu, là, la personne, mais... À chaque année, une fois ou deux, il fallait fermer la maison hantée pour passer à la mop. Il y a quelqu'un qui pissait. Il faut le faire quand même. Là. C'était pas errant, mais à un moment donné, ça reste que c'est pas vrai non plus. Là. Oui. Est-ce que tu as peut-être visité une vraie maison hantée ou est-ce que tu as déjà vécu un truc un peu paranormal ou tu es quelqu'un d'un petit peu rationnel et puis tu crois pas trop à tout ça? Hey, moi, j'aimerais beaucoup survivre des affaires, mais ça arrive jamais à moi. C'est ça l'affaire. Mais je suis plein de bonne volonté, là. Moi, je veux voir des fantômes puis tout ça. J'aurais la chienne, mais ça m'est jamais arrivé. Ma mère a tendance à
Elle dit voir des genres de fantômes, c'est pas clair, mais à chaque fois qu'on en parle, je suis un peu comme... Ce qu'elle me raconte, c'est des affaires qu'elle sait. Hein, fait que je suis comme, d'après moi, c'est juste ton cerveau qui joue des vilains tours. Oh non. Ouais. Fait que j'aimerais bien ça. Moi, je suis bien fan de ça, là, les fantômes, les extraterrestres. J'ai même déjà travaillé sur un concept télé qui n'a pas fonctionné, malheureusement, au final, où on visitait tout le concept, on visitait toutes les attractions touristiques développées autour de phénomènes paranormaux, whatever. Là, on a arrêté à Roswell, de visiter le festival des extraterrestres parce qu'il y a eu une soucoupe volante, s'est écrasée là il y a 75 ans. Puis le festival du Bigfoot de telle ville, nanana. Puis moi, c'était comme toutes mes vacances de rêve. J'étais comme, yes, on va me payer pour faire ça. Finalement, ça n'a pas marché. Ben déçu. Tu sais, il y a une émission que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Sur CBC Gem. C'est en anglais. Ça s'appelle Ghosting. Ça ne parle pas du tout de ghosting. Sur Internet. Ça ne parle pas de ça. Ça parle justement des fantômes. Et ça se passe au Canada. Donc la première saison, ça se passait seulement en Ontario. J'étais tellement déçue parce que il y a quoi en Ontario ? Pourquoi il y a plein de lieux hantés en Ontario, quoi ? Et puis la deuxième saison, ils sont un peu allés dans d'autres provinces. Ils sont allés en Nouvelle-Écosse notamment. Je ne sais plus la ville exactement, mais en gros, le but de l'émission, c'est de vérifier si vraiment le lieu est hanté. Tu vois ? Donc ils vont sur place, il y a 2 animateurs et puis ils ont pour chaque émission, épisode, un ou une invitée qui va vivre aussi l'expérience. Oui. Ghosting, ça s'appelle. Mais moi, j'espère devenir assez connu un jour pour qu'ils m'invitent. C'est mon seul objectif. Bah, j'espère. Franchement, j'espère que tu m'inviteras aussi parce que j'ai envie de vivre ça. Parfait, je t'appelle. Moi aussi, j'ai jamais vécu ça. Mais... Moi, je suis tout le temps ça. Je veux toujours vivre des affaires, puis ça arrive jamais. Là, ouais. Mettons, je suis allé... on est allé faire du snorkeling à Forillon, en Gaspésie. Puis là, le guide, il nous disait, si vous voulez vivre de quoi de spécial avec les phoques, il faut vraiment que vous alliez tout seul dans un coin, puis là, restez tranquille, puis ça se peut qu'il y ait un phoque qui vienne vous voir, Fait que là, moi, je m'en vais tout seul dans mon coin, là, puis je suis là, super loin des autres, puis j'attends, puis je veux donc bien vivre des affaires avec le phoque tout seul, là, Finalement, je reviens au bateau, mais là, on est comme, il y a un phoque qui m'a attaqué, là, comme elle était à travers les autres, puis il y a un phoque qui est venu dans sa face, puis elle a comme eu peur, elle a reculé, le phoque s'est couché sur elle, là, puis t'es comme, je sais pas quoi faire, nanana. Puis là, ils nous disent donc ben de pas y toucher, fait qu'elle est comme, je peux pas le pousser, puis il y a un phoque couché sur elle, Puis moi, je suis comme, merde, moi, je voulais, comme j'étais tout seul dans mon coin pour vivre ça, puis ça arrive jamais. Mais t'as jamais de chance. T'es jamais là au beau moment. Ouais. Faut se poser des questions. Mauvais timing. Mauvais timing d'expérience extraordinaire. Est-ce que tu as une philosophie de vie, comme une maxime ou je sais pas, un truc... Non. Une croyance? Non, j'essaie de plus en plus de let it go, de laisser aller, de pas me laisser accrocher. Étant une personne anxieuse, évidemment, moi, un peu comme toi, le regard des autres, c'est extrêmement difficile de s'en détacher. Fait que là, j'essaie de m'en foutre de plus en plus. Je pense aussi en vieillissant, ça vient plus naturellement là, de me foutre des autres, de juste faire mes affaires. Puis c'est pas mal ça là, qui m'habite dans les dernières années. Là. Je fais mes affaires comme moi je veux les faire. Toujours dans le respect des autres, évidemment. Là. Je suis pas un débile. Mais je fais mes affaires. Ça m'aide beaucoup en humour, en fait, de m'en foutre. Plus je m'en fous, meilleur je suis d'habitude. Bah voilà. Ce genre d'affaires-là. C'est un truc qui s'appelle le je m'en foutisme. Voilà. Donc, on s'en fout. On s'en calisse. Je fais mes affaires, on s'en calisse, comme tu dis. Oui. Si j'essaye, j'ai quelques mots comme ça. Et je t'ai posé plus ou moins toutes les questions que j'avais notées. Oh. Sauf une, visiblement. On en avait parlé avant qu'on commence. Parce que je te disais que j'étais quelqu'un qui procrastinait beaucoup. Je disais que un peu, mais comme t'es à ton compte, si tu procrastines, il n'y a rien qui se passe. C'est ça, il y a juste moi qui paye. Mais non, clairement. C'est-à-dire que pour me remettre à jour, pour, tu sais, rattraper mon retard, je suis obligée de prendre une semaine de vacances. Une semaine de congé pour... Pour rattraper ton retard dans ta vie?
Tout ce que tu as à faire chez vous? Dans les montages des entrevues ou dans... Oui, parce qu'en fait, quand on s'est contacté la première fois, c'était ma semaine de congé. Et je me suis dit, je vais avancer sur ce projet de podcast parce que ça fait quand même longtemps que j'y pense et il n'y a rien qui se passe. Mais ça, il y a un peu de peur de l'inconnu aussi là-dedans, là, tu sais, de si je le fais, là, puis ça marche pas, genre, je vais avoir passé du temps là-dedans, les gens vont me juger, puis là, tu retardes le projet pour te protéger, en quelque sorte. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis en train de te psychanalyser pour gratis? Non, t'es pas encore psychologue. T'es pas encore psychologue. Je sais jamais, probablement. Non, mais je me dis, d'ailleurs, en parlant de psychologie, au début de ta carrière, tu faisais beaucoup de personnages, on va revenir un peu sur ça. Est-ce que c'était pour un peu te cacher, pour pas montrer le vrai Sébastien? Assurément. Ben, j'aimais ça, mais oui, absolument. Le personnage gêné là, de pas bien dans sa peau, il m'a aidé à exorciser bien des affaires. Il y a bien des blagues que je faisais en lui, que jamais j'aurais osé les faire en moi, puisque maintenant, j'ai fait ces blagues-là, tu sais. Il aurait servi à ça de test, de champ de mine, je vais essayer ça. Ce personnage-là, j'étais blindé parce que je faisais une blague, ça marchait pas. Je faisais une face de hop, ça n'a pas marché, j'en gardais ma feuille, le monde riait, tu sais. Fait que j'accusais le fait que ça marchait pas, fait que là, ça riait, fait que c'était blindé. Fait que ce personnage-là n'existe plus, c'est un peu parce que, comme je te disais, parce que j'ai un peu fait le tour tout ça, mais aussi parce qu'il s'est un peu intégré à moi sur scène, en fait. Il n'existe plus, mais j'ai gardé une partie de ça qui est devenue ce que Sébastien est sur scène. T'sais. C'était comme profond. Sébastien. Ouais. Donc, prochain spectacle, possiblement, il s'appellera J'ai peur. À date, c'est ça mon projet. J'ai peur de quoi? Venez voir le spectacle. J'ai peur que vous ne veniez pas le voir. Est-ce que tu as une idée de quand tu vas lancer la tournée? Non, ça risque d'être dans 2 ans, peut-être 3. Le temps d'écrire ça. Je suis un peu capricieux. Je veux que ce soit le maximum bon que ça peut être. Puis il y a beaucoup d'humoristes qui font du rodage pendant une éternité. Moi, je suis pas ce genre-là. Comme le spectacle, il sort, il est toujours en mouvement, c'est jamais un bloc de béton, mais je le rode 2-3 fois, essayer des enchaînements, telle blague, nanana, mais le show c'est ça, puis c'est ça qui est ça sort là. Fait que ça risque d'être dans 2-3 ans peut-être là. C'est ça. J'écris beaucoup moins rapidement maintenant depuis que je suis un papa, parce que je suis toujours fatigué. C'est une bonne raison. Oui, quand même, c'est intéressant. Mais c'est juste que la première année qu'il était là, ma blonde était à la maison, lui il était tout le temps à la maison, il dormait pas la nuit, j'étais de même, j'ai pas écrit grand-chose. L'année d'après, là, j'étais un peu... mes nuits sont pas encore top, toujours. Là, j'ai lu quelque part que quand tu deviens parent, c'est quand ton enfant a 6 ans que tu reprends le niveau de sommeil que tu avais avant. Mais c'est parce qu'à 6 ans, il rentre à l'école? Ben, je sais pas, là, mon gars, il va avoir 3 ans, puis il se réveille encore souvent la nuit, OK. Mais il fait puis des fois, c'est genre, pas capable de remettre ma couverte. Puis là, je suis comme juste le rabrier, je retourne me coucher, mais tout ça a brisé mon sommeil, ça me prend 20 minutes de me rendormir. Fait que ça paraît, mine de rien. Fait que ouais, je suis comme fatigué, fait que là j'écris moins rapidement, j'essaie de travailler des sujets un peu plus corsés, là, qui est quand même plus difficile, je crois, là, pour moi. Fait que ça, c'est un peu plus de temps aussi. Il y a un peu moins de soirées de rodage à Montréal. Là. J'ai l'impression que l'industrie de l'humour... Tu trouves? Ça va un peu dans une espèce de creux de vague, j'ai l'impression. Là, c'est un peu moins populaire, je le sens. Là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Je sais pas, c'est relatif. Beaucoup, là, mais toutes les semaines, je crois. Est-ce que c'est au bordel qu'il y a plein d'humoristes qui rôdent qui rôdent? Oui. Mais tu sais, avant la pandémie, là, c'était comme... On était vraiment là, dans le top. Là, on pouvait jouer 3-4 fois par soir, là, tous les soirs de la semaine à Montréal. Là, la star ne peut plus faire ça. Là, tu peux jouer tous les soirs, mais c'est plus comme c'était avant. Il y a moins de monde. J'ai senti cet hiver dans les soirées. Beaucoup de soirées qui ont plus de difficultés un peu.
Puis ça affecte le rodage, tu sais, dans le sens que moi, je vais tester des blagues, puis il n'y a pas grand monde dans la salle, je ressors de là, puis je suis comme, ben, c'est-tu drôle, c'est-tu pas drôle? Je sais pas, tu sais, les gens, ils n'ont pas tant ri, mais c'est parce qu'ils sont 8 ou parce que c'est pas drôle, tu sais. Fait que ça ralentit un peu le processus aussi, je crois. Puis, ben, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir un spectacle en tournée, c'est agréable, tout ça, mais tu sais, je gagne bien ma vie en faisant des spectacles à gauche, à droite, je fais aussi des conférences, tout ça, là, tu sais. Fait que... Et en faisant des shows pour des entreprises. Exactement, je me fais chier dans des spectacles corporatifs en échange de dollars. Parce que ça paye mieux que... Mais en fait, quand tu dis ça paye mieux que les shows, que les open mic, que les tournées, c'est à quel niveau? Enfin, je veux dire... Ben, tu sais, moi, je pense que je suis encore dans le bas de l'échelle, là, mais tu sais, ça peut être des milliers de dollars. Tu sais, mettons, Louis-José Hood, la rumeur raconte qu'il est 30 000 $ pour une heure, là, tu sais, faire un spectacle corporatif, tu sais. Bon, moi, là, j'ai pas ce salaire-là, là. C'est plus après, mon salaire de l'année, là, 30 000. Là. Je me dis, si tu fais un show peut-être dans une compagnie comme Apple, ils ont de l'argent, donc tu vois, c'est pas mal. Oui, ça dépend toujours de la capacité de payer. Là, tu sais, cet été, j'ai fait un show, je ne me souviens plus c'était quoi la compagnie, mais je faisais 20 minutes pour 1200 $, ce qui est ridiculement beaucoup de sous. Là, tu sais, pour 20 minutes, là, je suis rentré, j'ai fait merci, blablabla, 20 minutes de temps, je suis retourné chez nous. Ils m'ont donné 1200 $. Je suis bon au moins pour les 2 prochaines semaines. Ouais. Fait que ça passe de quelques centaines de dollars à des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, là, tu sais, dépendamment de ton niveau de fame, en fait. Là, tu sais, c'est beaucoup ça là, qui joue là-dedans. Mais je sais qu'après mon passage ici, ça devrait augmenter parce que mon niveau de fame, paf, ça va aller au plafond. Non, mais j'espère vraiment que les gens vont prendre le temps aussi de te découvrir ici, et tu vois? Ben, je l'espère. Hein. Moi, j'aime bien ça, de venir ici. J'ai jamais fait de spectacle d'humour au Nouveau-Brunswick, puis moi, je suis bien déçu parce que mon père, il venait d'ici, tu sais, fait que j'ai comme une espèce d'attachement par rapport à tout ça, mais ça n'a jamais donné. Il y avait des festivals à gauche, à droite, tout ça. Il y a le festival Rien qui existe maintenant. Et je ne sais plus si ça existe encore. Alors, Rien, je ne sais pas. J'en ai pas entendu parler. Mais il y a un festival à Moncton, le Hub. Non, oui, le Hubcap Comedy Festival. Voilà. Ça, c'est en général au début d'année, je crois. Mars peut-être. Février, mars. C'est durant l'hiver, me semble. Tout ça. Je ne suis jamais allé dans tous ces trucs-là. Je suis bien déçu. Il y a aussi un nouveau festival, peut-être qu'un jour tu le feras. Tu m'as parlé de ça? Oui, Campbellton. Oui, à Campbellton. Je t'avais envoyé le lien, mais peut-être que tu l'as pas vu le temps que... Ah, tu m'as envoyé le lien? Ah, ouais, oui, sur le Zoom. Ah, j'ai même pas vu. Non, mais je comprends parce qu'ensuite le Zoom a coupé et tout, mais je te montrerai ça après. Donc Campbellton, où ils ont un soir où c'est seulement en anglais et l'autre soir en français. Il me semble que ça sera au mois de septembre. Si je me très anglophone, Campbellton. Ça me semble assez francophone quand même. En tout cas, le festival d'humour sera bilingue. Ici, Freddy, c'est très anglophone. Hein, ah, tu trouves? Oui, je trouve ça très anglophone. Depuis ce matin, là, tu te promènes et puis tu entends que de l'anglais? Mais j'entends que de l'anglais, même que on m'a servi uniquement en anglais là, à un moment donné. Là, j'ai été très fâché. J'ai pas dit un mot en anglais là, tout le long. Où ça? Chez Budget Location de voiture à l'aéroport. Alors voilà, je dénonce haut et fort. C'est vrai. Voilà. C'est une province bilingue, hein, le Nouveau-Brunswick, apparemment. Oui, mais bilingue que dans le Nord. C'est ça. Mon papa, il venait du nord-est, puis là-bas, c'est beaucoup plus francophone, effectivement. Oui. Mais moi, ici, c'est très anglophone. Tu m'avais dit proche de Bathurst? Oui, il vient de Allarville, tout près de Bathurst. C'est normal que vous ne sachiez pas exactement c'est où. Là. C'est genre un croisement de rue avec 3-4 maisons. Là, c'est vraiment pas une grosse place. C'est pas loin de Pocketville. La fameuse chanson de Pocketville. C'est vraiment pas loin. T'écoutes un peu de la musique acadienne? Pas vraiment. Lisa Leblanc. Lisa Leblanc. Radio. Qui est de Nouvelle-Écosse, je crois, une radio, si je ne me trompe pas. Sûrement. Effectivement. Sinon, qu'est-ce qui est... Il y a Raphaël Butler. Je connais pas. Tu as... Après, on diffuse beaucoup d'Acadiens que tu dois pas connaître. Oui, assurément. Parce
que je suis venu cet été, puis on a écouté beaucoup de radio acadienne, puis plein d'affaires que j'avais aucune idée c'était quoi. Ça se rend pas jusqu'à chez nous, malheureusement. Mon cœur se brise. Je rigole. Mais est-ce que tu as, avant qu'on clôture et qu'on dise au revoir à tout le monde, des recommandations d'humoristes, à part Sébastien Haché? Ouais, ben c'est ça. C'est sûr que ça, c'est ma principale recommandation. Là. Je le trouve très, très bon. Moi, j'aime beaucoup, c'est à des années-lumière de qu'est-ce que moi je fais, mais j'aime beaucoup les humoristes absurdes qui font des affaires complètement décalées. Donc, j'aime beaucoup Daniel Leblanc. Je ne sais pas si tu connais, anciennement du groupe Les Chicken Swell. C'est tellement niaiseux. Il y a tout le temps des valises, puis il sort des gogos, puis il fait de l'humour. En tant qu'humoriste, quand je regarde un humoriste, veux pas, j'ai toujours le hamster qui roule pour essayer de comprendre où est-ce qu'il s'en va, puis je suis juste en mode analyse, mais quand c'est lui, c'est tellement champ gauche, je suis pas capable, je fais juste en profiter. Moi, il fait énormément rire, c'est un de mes préférés de loin. Là. Dans ce genre-là, il y a aussi il y a Frankie Laugh, qui est un peu moins connu, mais qui gagne à être connu, les gens. Frankie Laugh. Je sais pas s'il y a beaucoup de trucs sur Internet, mais tellement champ gauche, tellement déconnecté, ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup connaissez-vous Alex Roy? Je sais pas s'il est venu ici. Alex je ne l'ai pas rencontré, mais s'il n'est pas venu ici, de toute façon, il faut lui dire de venir. Ben, je vais lui dire de venir. Il est très très bon pour vrai, c'est un excellent conteur. Simon Leblanc, dans la catégorie conteur, c'est un naturel, c'est un Superman, Simon, littéralement. Sinon, tout le monde est pas mal bon, là. C'est ça qui arrive, là. C'est pour ça que c'est dur de se démarquer. Tout le monde est bon dans cette maudite affaire-là. Ce qui est bien avec l'humour, c'est qu'il y a différents styles. Donc, suivant... Moi, je suis pas forcément fan toujours de l'absurde, mais il y a... Genre, je peux ne pas aimer, tu sais, le style d'humour, je peux aimer la personne. Ah ouais. Donc, bon, c'est comme ça. On peut pas tout aimer. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous en recevez beaucoup? Vous aussi, vous devez beaucoup recevoir des grosses productions, là, des gros spectacles. J'ai vu qu'il y avait Rosalie qui venait. Oui, Rosalie est venue il y a quelques semaines. En termes d'humour, on reçoit pas tant que ça d'humoristes. On reçoit plus des artistes, des musiciens. Ouais. Mais il faut qu'on rigole un peu plus en français, quoi, tu vois. Le message est lancé. Moi, je lance le message. Je vais dire ça à mes collègues, là. Oui. Venez à Freddy. Parce que là, on se fait servir en anglais, fait qu'il faut qu'il y ait du français un peu ici dedans, là, parce que là, ça se peut pas. Là. Mais je trouve que Freddy, c'est... Bon, quand il pleut pas, c'est une ville agréable pour vivre, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est humide et c'est frais, hein, pour une journée du fin mai. Là. Vous, au Québec, là, quand il neigeait, nous, on n'avait plus de neige. C'est vrai? Oui, bien sûr. Vous avez perdu votre neige rapidement, vous. Mais elle va revenir, on dirait, là, parce que c'est frais aujourd'hui. Il n'y a plus de saison. Non, mais si tu devais nous conseiller d'autres humoristes pour le podcast, 2-3 noms. Mais là, j'enverrai un petit mail et je te mettrai en copie. Parfait. Écrivez à Alex Roy. Écrivez... il y a... Anthony Rémillard du Gong Show, que peut-être vous connaissez, qui est un peu partout avec son spectacle. Oh oui, oui. Peut-être qu'il achève, mais il y a un style vraiment particulier qui ressemble à rien. Je vous le recommande, invitez-le. Il est le fun en plus. C'est un bon garçon, il sent bon. Invitez-le, c'est un bon petit gars. Joe Guérin, toujours le fun. Pierre-Bruno Rivard serait le genre de gars à venir ici... Et je lui dirais qu'il est le Sébastien Haché numéro 2, voilà. Ou que, je sais pas, t'es le PB Rivard numéro 2, je sais pas. Non, c'est lui qui est numéro 2. Je lui dirais. Mais Pierre Bruno, il va vraiment partout avec son spectacle, c'est une petite production, fait que il serait le genre de gars à venir ici, là. Il est capable de se pogner une petite gig ou deux sur la route, là, parce que l'idée c'est de couper la route pour couper les frais, là, tu sais. C'est ça. Et il serait le genre de gars à venir ici. Puis il y a un podcast qui marche bien, je pense qu'il serait capable de remplir une salle ici, Le Jeune. Pierre Bruno. OK, donc rendez-vous. Écoute, le mail va être envoyé Parfait. à ces 4 personnes. Tu diras que c'est moi qui leur dis de... Sous recommandation de l'humoriste connu. Josiane Aubuchon, connaissez-vous Josiane Aubuchon? Je suis pas sûre. Je pense que vous aimeriez ça, Freddy. Mais oui, Josiane Aubuchon. Moi je recherche des femmes aussi. Écris-leur puis dis que c'est moi qui t'envoie.
Donc sur les réseaux sociaux... Ta carte blanche, t'écris à n'importe qui, tu te dis c'est Seb Haché. Puis là, ils vont te dire, c'est qui ça? Sur les réseaux sociaux, Sébastien Haché partout. Partout. Seb Haché, je suis partout. Sébastien Haché. L'humoriste connu. Humoriste connu sur les médias sociaux. Moins dans la vraie vie, mais je travaille là-dessus. Donc je suis partout, là, comme je fais la blague à chaque fois. Facebook, TikTok, Instagram, Oui. Caramel, Do You Look Good, Oui, MSN. on avait parlé de ça et tu m'avais expliqué que le but était de noter sur 10. Oui, le physique des gens. C'est aberrant. Oui, mais c'est très, très 2025 comme concept, tu peux voir. Ça continue encore? Je pense que ça existe encore, mais là, je te dirais que je suis moins là-dessus depuis une vingtaine d'années. Tu penses que je peux créer un compte et faire fureur? Oui, mais peut-être. Qui sait, peut-être que l'âme sœur t'attend sur Do You Look Good. C'est terrible. Le mec, il va se trouver à Montréal. Ouais, c'est ça, là, par exemple. Mais je pense que tu pouvais comme noter des gens dans un radius que tu choisissais, là, tu sais. Ben là, je t'avoue, ça fait longtemps, là, je me souviens plus. Je pense pour moi, c'est mieux que j'élargisse. Ouais. Comment c'est trouver l'amour à Freddy? Oula, c'est une grande affaire. Et là, les petites places, c'est toujours plus complexe, hein? Il y a moins de monde. Bah, ils ont tous le même style. Fait que si t'aimes pas ce style-là, ça part mal. Voilà, style un peu pêcheur-chasseur. Tu vois? Ouais. Mais vous êtes pas originaire d'ici, vous, c'est ça? Moi, je suis de banlieue parisienne. Ah oui. Quelle surprise. Mais je suis pas de la team des Parisiens. Non, mais on est banlieusards. Personne ne veut s'identifier comme parisien, vraiment. Non, mais en fait, c'est surtout que tous les Parisiens, enfin ceux que vous appelez les Parisiens, très souvent, ils viennent, tu sais, d'autres régions. Les gens montent à Paris pour étudier, travailler. Ouais. Mais ils deviennent désagréables en habitant. Oui, voilà. De toute façon, il faut être désagréable. Voilà. Parce que sinon, tu te fais manger. Ouais. C'est terrible, hein, pour vrai. J'ai voyagé pas mal dans la vie, puis j'ai rarement vu des choses. Il y a 2 ans, je suis allé à Paris avec mon gars, il y avait 11 mois. Oh. Fait qu'il marchait un petit peu, mais on avait une petite poussette quand même tout le temps. Là. On avait une petite poussette parapluie, là, une affaire large de même. Là. Puis on se promène, là, puis on essaie de passer, puis les gens sont sur les terrasses, là, puis là, on essaie... Oh non! La terrasse qui est en fait le trottoir, là, tu sais. Puis là, on passe, puis là, on leur dit, excusez, juste... Puis là, les gens, ils roulent les yeux, genre parce que... pourquoi vous passez pas sur la route? Ouais, là, du coup, là, il faut que je me pousse, là, pour laisser passer ce bébé, du coup, là. Puis ils sont comme vraiment outrés. Puis je me dis, mais ta gueule, t'es qui, toi, Chris? Oui, c'est surtout que Ok, je comprends. En fait, ils utilisent le trottoir pour faire leur terrasse parce qu'il n'y a pas de place pour les terrasses. Ça, c'est correct, mais bientôt... c'est juste que ça se peut qu'on passe, tu sais. Soyez conscients. Bientôt, on fera les terrasses sur la route, ça sera, tu vois... plus simple, il y aura plus de place. Oui. Et j'ai vu ça à Londres. Il y a beaucoup l'habitude de boire une petite bière comme sur le trottoir. Souvent, il y a comme une tablette là, comme dehors, puis ils boivent là. Mais des fois, il y a tellement de monde, ça déborde dans la rue. Oui. La rue est ouverte, mais il y a comme le char, il passe à 3 km/h. Là, mais oui. Il y a juste full de monde qui boit une bière. Genre. J'adore Londres. Est-ce que tu collectionnes des choses, des pays comme les billets ou... J'ai plein d'argent là, que je peux rester pogné avec de tous les pays où je suis allé. Là, c'est mon gars qui joue avec en ce moment. Là. Mais tu collectionnes des trucs dans la vie? Non. Oh, non. Tu vois, c'est une affaire que je vais parler. Ça me fait peur, les adultes qui ont des collections. Ah oui! Oui, quelqu'un là, qui a 38 ans et qui a investi 12 000 $ dans des bibelots de grenouilles. Pourquoi, man? Fais pas ça, c'était peurant. Je crois que, je sais pas s'il a continué, mais dans ma famille, il y en a un qui collectionnait les timbres. Ah ouais. À la limite, ça peut avoir une certaine valeur financière. Oui. Que tu peux revendre ça quand t'es tanné, puis rentrer dans ton argent. Il y en a qui, ça peut même être un investissement d'une certaine façon. Je peux comprendre, mais des fois, les gens ils collectionnent des choses vraiment random par rapport comme des bibelots de grenouilles. Là, je disais ça de même, là, mais... Non mais j'en ai vu une, elle collectionne, le sable des différentes plages de différents pays. Le truc c'est que prendre le sable c'est interdit en fait. Souvent, oui. Parce que si tout le monde ferait ça, il n'y aurait plus de sable. C'est ça. Tu vois? Moi, à chaque place que je vais, j'achète un aimant pour mettre sur mon frigo. C'est ça mon gag. Là, c'est tout ce que je collectionne ça, vraiment. Ça c'est bien. Ouais. Comme ça ton frigo ensuite il est rempli et... Il y a plein de choses sur mon frigo. C'est très agréable. Merci beaucoup Sébastien Haché. C'est un plaisir. Bye bye les gens.
Suivez-le sur les réseaux sociaux. Notez-moi bien sur Do You Look Good. C'est quoi ta note actuellement? J'étais à 6.4. 6.4. Bon, faites-nous monter la note encore. Ouais, c'est ça. Mon orgueil aimerait ça avoir 8 au moins.